Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro pour Avida, l'émission qui décortique aussi bien ses invités que leurs projets ou leurs aventures. Et là, en termes d'aventure, on va être servi parce que j'ai le plaisir de recevoir Steven Le Yarrick. Bonsoir Steven. Bonsoir. Comment ça va ? Bah ça va, un peu fatigué parce que c'est la fin de saison pour moi, mais tout va bien à Paris. Merci beaucoup de passer par nos studios. Je sais que tu es pas mal sollicité actuellement en ce moment. Steven, comment est-ce qu'on doit te présenter ? Est-ce que tu es un aventurier, un lanceur d'alerte, un avare de défis ? Comment on te définit ? Ouais, ces trois choses peuvent me définir. Après, aujourd'hui, si je dois me définir par un métier, peut-être ça serait aventurier explorateur. On va dire de conditions climatiques ou d'extrêmes, parce qu'aujourd'hui je vais dans des parties hostiles de la planète et je vais à la découverte soit de populations, soit de zones un peu reculées sur la planète, et j'essaie de les montrer soit dans des documentaires, soit sur les réseaux sociaux, ou soit à travers des reportages qui sont diffusés un peu partout. Effectivement, parce que je rappelle à nos auditeurs certains de tes exploits, entre autres plusieurs UTMB, 2 Ironman, plusieurs sommets à plus de 6000 mètres d'altitude. Mais on retiendra surtout ces 2 aventures, pour moi, titanesques. En 2018, la traversée du Népal en vélo, par l'itinéraire du Great Himalaya Trail, 2000 km à peu près en 51 jours, et 90 000 mètres de dénivelé. Ouais, c'est à peu près ça. En fait, c'est pas vraiment traversée du Népal. On peut dire traversée du Népal, mais c'est l'Himalaya népalais. D'accord. Mais là, c'est très très dur, donc 90 000 mètres, mais autant à vélo qu'en portant le vélo, parce qu'il y avait 70% de portage sur ce projet. On y reviendra, très intéressant ce chiffre, parce qu'il m'interpelle un petit peu. Et le deuxième grand projet, la deuxième grande aventure, c'était en 2019, il y a quelques mois, la route de la chaleur, le projet que tu as nommé comme ça. Relier Paris à Dakar en vélo en 20 jours, soit près de 5600 km. Ouais, c'est ça. C'était montrer la condition de l'homme sur un terrain hostile. Bon, c'est des routes que je connaissais jusqu'à Gibraltar, on va dire, jusqu'au bout de l'Espagne. Mais après, exposer un homme peut-être aux conditions de chaleur qu'on va connaître demain en Occident et en Europe particulièrement, ça m'interpellait, et j'avais envie de montrer la condition d'un humain sur un terrain hostile. Déjà, par rapport à ça et à ces 2 épreuves et ces 2 aventures, bravo, parce que moi je reste stupéfait face à de telles performances. Et tu expliques, on a pu lire et on a pu écouter, que le point de départ de tout ça, c'est un voyage au Népal en 2017. J'étais communicant en fait, j'étais responsable de la communication digitale et équipe de France d'une fédération, la Fédération française de triathlon, jusqu'aux Jeux Olympiques de Rio. Et je m'occupais aussi de marques, de personnalités, notamment sur le Tour de France, mais aussi sur d'autres événements. Et j'ai tout arrêté après 2 burn-out, et après j'ai décidé d'être moi-même. Dans un premier temps, j'ai fait de l'humanitaire, et puis après, j'ai fait plusieurs sommets à 6000 dans l'Himalaya. Des burn-out, je te coupe, pardon, mais des burn-out liés à l'environnement du sport, au travail ? Je ne sais pas si c'est l'environnement du sport ou du travail. Certainement que c'était lié à ma carrière sportive. D'accord. Aux Jeux Olympiques de Rio, je me suis retrouvé en face de miroir, en fait. J'avais quitté la performance. J'ai arrêté ma carrière cycliste en 2010. J'étais coureur élite. D'accord, ouais. Avec des coureurs comme Arnaud Demar, etc., qui étaient mes coéquipiers. D'accord. Donc j'avais un niveau assez bon, mais j'ai quitté le vélo un peu avec une certaine aigreur. Au-delà de ne pas être allé au bout de mon rêve d'être cycliste professionnel sur le Tour, j'étais pas heureux dans cette vie de coureur. Et je me retrouvais là entre 2014 et 2017 avec mes miroirs, en fait. Avec des miroirs qui étaient ces athlètes de haut niveau, de même très très haut niveau, parce que les Jeux Olympiques, c'est les meilleurs du monde. Ouais. Et j'arrivais pas à être heureux, j'arrivais pas à faire ce que j'avais envie de faire. Et pourtant, c'était le plus beau métier que puisse espérer un passionné de sport. Ouais, beaucoup auraient voulu être à ta place, effectivement. Ouais. Et pour moi, c'était un des pires moments de ma vie, parce que j'ai senti à ce moment-là que je me mentais vraiment et qu'il fallait prendre une décision radicale. Et ça a été de partir, tout simplement, et de passer 120 jours au Népal, on va dire 90 jours d'humanitaire, et puis le reste d'aventure, et puis aussi de méditation. J'ai passé
20 jours dans des monastères au Népal, D'accord. avec des rencontres de moines bouddhistes. J'ai Ouais. failli devenir moi-même moine. Et... Ok, ça t'a traversé l'esprit? Oui, profondément, parce Ok. que il fallait que je trouve un sens à ma vie, quoi. En étant croyant au départ ou c'est venu là-bas? J'ai aucune croyance. Moi, je crois, D'accord. ma religion, c'est le bonheur, quoi. C'est Ouais. l'amour, j'ai envie de donner aux gens, j'ai envie de transmettre quelque chose, de laisser une trace qui est plutôt positive. Et pour moi, elle n'avait aucun sens. Et pour moi, être dans un monastère et donner de la bienveillance, de l'amour aux gens, c'était peut-être la solution. Ça avait un but. Ouais, et puis m'en donner à moi-même, quoi. Ok. Parce que je viens des quartiers populaires de la Courneuve. Dans ma jeunesse, ça n'a pas été toujours facile. Et ça a été toujours la course. J'avais toujours besoin de prouver quelque chose. Jusqu'à ce moment-là, je me dis, putain, mais qu'est-ce que je peux faire, quoi? Qu'est-ce que je peux faire de mieux que les autres? Et de plus, surtout. Et là, je commençais à m'occuper de mon bonheur, quoi. Et mon bonheur, ça passait peut-être par méditer pendant très longtemps. Ok. Donc, je l'ai fait pendant, on va dire 300 heures. Et si on revient un tout petit peu à cette expérience du coup en 2018, à travers l'Himalaya, comment on peut se dire qu'on emmène son vélo et que 70% de l'itinéraire n'est pas praticable en 2 roues? Il y avait plusieurs choses. Il y avait, j'avais envie de prouver qu'on pouvait faire du vélo sur un territoire complètement hostile et pas forcément fait pour le vélo. L'Himalaya, c'est pas fait pour un vélo, hein, clairement, tel que je l'ai pratiqué. Et puis voilà, une fois que j'étais dedans, j'étais un peu dans la merde, quoi. J'étais un peu dans la merde parce qu'il fallait que j'aille au bout. Avec mon caractère, je savais que j'abandonnerais pas. Il m'est arrivé énormément de choses. Toutes les difficultés que peut comporter une trace très très haute et très très dure, parce que ça a une moyenne de 4000 mètres, mais il y a 15 passages au-dessus de 5000. Ouais. Et des régions hyper reculées, donc tu bouffes pas ce que tu veux, tu manges pas ce que tu veux, tu bois pas ce que tu veux, et tu tombes malade assez régulièrement. Et il faut continuer à avancer, parce que je m'étais donné un objectif de 60 jours. J'ai mis 51 jours. Ouais. Et normalement, à pied, tu mets entre 100 et 170 jours. Donc, Ok. j'ai foncé un peu. Et puis, c'était un hommage aussi aux porteurs, ce qu'on appelle vulgairement ici des Sherpas. Des Sherpas, ouais. Et voilà, porter un vélo de 20 kilos sur son dos pendant 51 jours, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'ils font tous les jours. Parce que pour rebondir un petit peu à ce que tu mentionnes là dans l'Himalaya, et on peut le retrouver aussi dans la route de la chaleur, donc cette aventure de Paris jusqu'à Dakar à vélo, on a 2 idées qui ressortent à chaque fois, c'est la notion de vitesse de record et la notion de partage. Ouais, c'est pas tout à fait compatible normalement, mais je pense que je resterai là-dessus toute ma vie. Je veux prouver aux gens qu'on peut avoir des envies complètement folles de record. C'est aussi un service, on va dire, aux gens de montrer qu'on peut être un compétiteur et mettre du sens dans sa vie. On est D'accord. tous un petit peu compétiteur, que tu vas au travail, tu veux évoluer dans ta société, tu veux évoluer au boulot, tu veux faire quelque chose, mettre du sens dans ta vie, tu te challenges. Moi, je me challenge. Je pense que c'est dans mes capacités physiologiques, parce que je me suis entraîné pour ça, je suis préparé pour ça. Mais c'est tellement dur de transmettre des valeurs à ce moment-là, parce que je fais la promotion de la bienveillance, de la rencontre avec l'autre. Et évidemment, quand tu vas vite, c'est plus dur de rencontrer du monde, de partager des choses avec. Mais je dis toujours que je donne quelque chose, je laisse une trace dans la tête des gens, parce que mettre un vélo là où personne n'en met un, j'ai vu des petits-enfants hyper heureux de voir, et des populations locales qui n'avaient jamais vu de vélo. Et tu vois, c'est dingue, quoi. Et moi, c'était rencontrer des populations locales. En fait, il y a toujours un sens fort à mes projets. Maintenant, c'est la planète. Ouais. À cette époque-là, c'était les populations locales très reculées. Déjà pour moi, pour les rencontrer, pour montrer l'Himalaya tel qu'il est vraiment, et pas uniquement le Disneyland du camp de base de l'Everest et des Annapurna. Et puis montrer la dimension de l'homme sur une trace aussi haute que celle-là, quoi. Et Steven, ça fait quoi de faire lever les foules quand on arrive à Dakar? En fait, à Dakar, il s'est passé un truc assez bizarre pour moi, mais en même temps un truc exceptionnel, même dans ma vie d'homme.
c'est que je me suis retrouvé en face après avoir passé 19 jours complètement seul, à part parfois mes caméramans et quelques populations locales, en face d'une foule d'une centaine de personnes, voire beaucoup plus, parce que c'était le lendemain de l'élection du président, réélection. Et, euh, et en fait, j'ai fait une interview sur une radio locale le matin, Ouais. et il y a tout Dakar qui est sorti pour m'accueillir, quoi. C'est quand même un truc de fou, ça. Bah ouais, en fait, j'ai compris pourquoi les footballeurs étaient footballeurs, pourquoi j'avais envie de faire le Tour de France quand j'étais petit, pourquoi les présidents adorent faire des bains de foule. Et ouais, j'étais comme un gosse de 5 ans, quoi. On ressent quoi? C'est galvanisant? C'est envoûtant? Qu'est-ce qu'on Je sais ressent? pas, t'es perdu. Tu vois ces gens, tu te demandes déjà, pourquoi ils sont là déjà? Tu poses la question, est-ce qu'ils savent qui je suis? J'ai compris assez vite qu'ils avaient compris que je venais de Paris jusqu'à Dakar en vélo. Ok. Et en prenant tout le recul que je pouvais prendre à ce moment-là, ce qui n'était pas facile parce que j'avais passé beaucoup de temps tout seul, je me suis rendu compte qu'ils savaient beaucoup de choses sur moi, sur ce que j'avais fait, parce qu'en plus j'avais fait France 24 quelques jours avant. D'accord. Et ils étaient là pour moi, quoi, parce qu'ils trouvaient ça dingue qu'un homme, voilà, il y en a même qui me suivaient, qui disaient que j'étais le nouveau Magellan, que j'étais Christophe Colomb. Je dis, les gars, ça va loin. J'ai fait du vélo, quoi. J'ai juste fait du vélo entre Paris et Dakar. Ouais. C'était touchant aussi, ces populations qui venaient vers moi et puis qui étaient, au-delà de l'admiration, qui étaient hyper bienveillants, quoi. Ils étaient hyper contents de me voir, hyper contents de partager avec moi. Ils m'ont invité à une fête après pour danser et tout. Et c'était fou parce que je sortais du silence. Tu vois, moi, j'avais envie de voir des gens à ce moment-là. J'avais peur de ce moment-là, tu vois, de transition entre le silence et la folie. Et ouais, la folie, elle était encore plus grande que je l'imaginais. Donc en 2018, l'Himalaya et en 2019, le Dakar, on rencontre des gens. Tu as rencontré des gens d'une richesse inestimable. Ouais, j'ai rencontré des gens. L'Himalaya, c'était peut-être plus fort de ce côté-là parce qu'ils m'hébergeaient en fait. D'accord. Entre Paris et Dakar, j'ai eu beaucoup d'hébergements de locaux, mais pas autant que dans l'Himalaya. Ouais. Parce que t'as pas vraiment de... T'avais pas beaucoup le choix dans l'Himalaya, ouais, notamment. C'est compliqué, même si tu peux avoir des lodges. Voilà, tu sais pas si c'est des lodges ou si c'est sa chambre, c'est la chambre C'est des sa enfants, chambre quoi. personnelle. Ou... Ouais. Il te dit, bon, c'est 2 euros, mais... Ouais, et puis c'est mais pas où tu dors véritablement. Ouais. Et ouais, j'ai des rencontres ou même des rencontres sur la route, tu vois, des rencontres d'enfants parce que Paris-Dakar, c'était quand même sur des routes, même s'il y avait du chemin, comme on appelle du gravel aujourd'hui. Ouais. Il y avait beaucoup de chemins dans l'Himalaya. Et exclusivement des chemins parce qu'il n'y avait que ça. D'accord. Et des chemins, quand tu rencontres sur un chemin, la route, elle est petite, quoi. Et tu es en proximité avec les gens. Et en proximité directe, dont ils touchaient mon vélo. Il y avait des jeunes qui s'accrochaient à ma roue. Il y en avait qui essayaient de monter sur le vélo. Ouais, évidemment. Et c'est un truc de transmission, de partage, tu vois. Parce que eux, tu vois, ici, tu fais 2 km pour aller à l'école, t'es un aventurier. Là-bas, il y en a qui font 40 bornes tous les jours. Et ils n'ont même pas 10 ans, quoi. Ouais. Donc, ouais, dans les montagnes, ils font beaucoup de trajets comme ça. Et j'étais sur leur route, donc ça a changé leur journée, ça a égayé leur... Ça a égayé leur journée. Ouais, mais déjà, ils trouvaient ça dingue qu'un abruti barbu là, qui était avec un vélo... porte un vélo sur leur route. Sur le dos, et ils me posaient la question pourquoi, mais tu le revends? Parce que pour eux, porter quelque chose, c'est pour le revendre. Ouais. Et ils disent, mais ça sert à quoi ce que tu fais en fait? Et ils disaient, mais t'as la caméra, ça veut dire qu'il y a la télé. Il y a la télé et tout. Ouais. Et ils me prenaient, ils regardaient avec leurs références à eux qui je pouvais être dans leurs références. C'était hyper touchant. Et puis ça te change la vie quand tu vois des personnes qui ont rien et qui te donnent tout comme ça en instantané. Et surtout, t'es faible, quoi. Du coup, tu dis merci, vous m'avez sauvé la vie, quoi. C'était régulièrement, donc le Népal, ça m'a changé, ouais. Et ben dans le prolongement de tout ça, Steven, j'ai 3 idées reçues à t'énoncer et c'est toi qui vas me dire ce qu'il en est réellement. Voici la rubrique le vrai du faux. Le vrai du faux. Steven, les pays traversés comme le Maroc, la Mauritanie ou le Sénégal, tous ces pays progressent dans la gestion de leurs déchets. En fait, j'ai eu une très mauvaise expérience. J'ai eu de très mauvaises expériences sur ces 3 pays, notamment au Maroc.
Ouais. Quand je sors de Rabat, je me souviens de vraiment de collines de déchets. C'est-à-dire que les villes essaient de nettoyer leurs trottoirs pour les envoyer à 15 km, quoi. Et tu sors de là, c'est des espèces de terrains vagues, mais qui durent 25 km, et t'as que du plastique, quoi. D'accord. Et des fois, des produits qui viennent d'ici, quoi. Des produits qui viennent d'ici, des produits qui viennent aussi de chez eux ou d'ailleurs, d'Asie ou des États-Unis, et qui sont, c'est là, quoi. C'est posé, il n'y a pas vraiment de recyclage, même s'ils essaient de faire du tri, ils essaient de gérer les déchets, c'est beaucoup moins évolué qu'ici. Sénégal, ouais, Sénégal, c'était dingue parce que tu te dis, bon, Sénégal, il n'y a pas non plus énormément de plastique. Et en fait, je suis arrivé, il n'y avait que ça. Il y avait des collines de 50 mètres. Ok. Donc là, j'étais choqué. Et puis ça m'a mis les larmes, quoi. Tu vois, parce que tu sais que les États-Unis envoient, je crois que c'est 15% de leurs déchets au Sénégal. Enfin, des chiffres de dingo, quoi. D'accord. C'est... Et donc, tout ça déversé au Sénégal. Ah ouais, dans des d'accord. villages dont tu n'as absolument pas conscience. Ok. Mais Et donc, les habitants vivent au milieu de tout ça. Ouais, et même Ok. ils travaillent dedans. Il y en Ok. a qui crèvent dedans parce que t'as un camion qui bouscule les bouteilles, bah, il fait tomber la dame qui est dedans. Enfin, des trucs, Ok. des scandales sanitaires. Et les déchets aussi, ils les jettent sur la plage. C'est-à-dire que D'accord. l'être humain est comme ça. Ce que tu ne vois pas ou ce qui te touche pas, c'est d'ailleurs tout le problème qu'il y a sur la planète aujourd'hui, sur les rapports avec Greta, etc., tout ce dont on parle sur la planète. C'est-à-dire que c'est abstrait pour les gens parce que tant que les gens ils se brûlent pas, c'est abstrait pour eux. Ouais. Quand tu as une maladie dans ta famille, tout de suite, ça devient un peu plus concret. Et donc, ouais, ça c'est concret, t'interpelle. ça te touche et tu dis Ouais. putain, faut se battre pour ça, quoi. Mais le réchauffement climatique, quoi, les gens se disent 2 degrés, qu'est-ce que c'est? Ouais. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils jettent dans la mer et ils disent ouais, on les voit le voit plus, pas, les bouteilles, et- quoi. Et Ok. au Maroc, c'était pareil. Plutôt que de recycler ou de trier, on va dire, ils brûlent les bouteilles sur le bord des routes, ils brûlent le plastique. Ouais. Mauritanie, pareil. Et ouais, c'est dingue parce que putain, c'est des territoires qui sont magnifiques. certes hostiles, mais absolument magnifiques. Ouais. Et tu vois du plastoc partout, quoi. Ça fait chier, quoi, parce que tu te dis, mais c'est de la faute, évidemment, des gens, parce que c'est un truc d'éducation. Mais c'est pas que de la faute des gens, c'est de la faute des pouvoirs qui sont derrière, qui produisent du plastique à bloc. Et c'est pas prêt de s'arrêter, hein. Tu vois, il y a encore un projet de loi qui est rejeté. Enfin bref, on enlève le plastique je crois que c'est 2040. C'est tellement risible. C'est très drôle, mais c'est comme ça. On est dans un monde qui est comme ça, qui marche un peu sur sa tête constamment. Et puis il n'y a rien de grave. Tant que ça brûle pas, c'est pas grave. Idée reçue numéro 2, si on ne flirte pas avec les limites du corps humain, c'est une aventure qui n'a pas de saveur pour toi. Ça, il y a deux choses en fait. Il y a ce que je pense profondément et ce que je vis. Parce que moi, je dis toujours ça quand je fais des conférences. L'aventure, elle commence là quand tu ouvres la porte et tu dis j'y vais, quoi. Quand tu prends ton vélo, quand tu prends tes chaussures, ton sac à dos et tu y vas à une aventure. Construire une famille, c'est une aventure. Monter une boîte, changer de job, tout est une aventure dans la vie. Ouais. Mais pour moi, j'ai besoin d'en chier, quoi. Clairement, j'ai besoin que ça soit dur. Pour que je me sente vivant, il faut que je m'approche de ma finitude, donc de ma mort. Ok. Et pour ça, il faut que j'aille loin dans l'effort. Voilà, c'est pas un suicide organisé, c'est juste que j'ai besoin de sentir que je suis vivant, quoi. Et pour ça, j'ai besoin de sentir que ça va être très dur et que ça va être impossible. Ok. Voilà. Plus je sens que ça va être impossible, plus j'ai de passion pour ce projet. Parce que c'est ma vie, quoi. Je ne me sens vivant que dans quelque chose qui est hostile, quoi. Idée reçue numéro 3, en se lançant dans de tels projets, donc Paris-Dakar par exemple à vélo, il ne faut pas connaître la peur. J'ai peur tout le temps, moi. T'as peur tout le temps ? Ouais, j'ai peur parce que justement, je m'approche de mes limites et ça fait peur d'avoir des limites, ça fait peur l'inconnu fait peur. Des situations t'ont fait peur ? Oui, parce que par exemple à Nouakchott, il y a une voiture qui fait demi-tour, vite teintée, frein à main, le mec sort de la voiture et putain, je vois un mec en chemise bleue, je croyais que c'est un mec de l'ONU, en fait c'était un occidental qui travaillait à Nouakchott. Ok. Et à ce moment-là, je dis, ça y est, je suis mort, quoi. Parce que tu vois, ça a duré 30 secondes, hein, mais pendant 30 secondes, je me dis, en fait, tout ce qu'on m'a dit
pendant 2, 3, 4 mois avant mon projet, ça se réalise là, en 30 secondes. Ok. Et quand je passe le No Man's Land entre le Maroc et la Mauritanie, même chose. Ça dure 3 km, c'est Mad Max. Et tu dis, c'est fini, quoi. C'est fini, là, il y a un claquement de doigts. C'est quoi, c'est ces 3-4 km de frontière, c'est ça? Ouais, c'est une zone franche entre deux pays Ouais. où ça existe dans la mer, ça existe sur terre, dans beaucoup de territoires dans le monde. Et ça existe dans le désert aussi, où c'est des zones qui n'appartiennent à personne. D'accord. Donc, s'il y a un problème, on ne sait pas à qui la faute. Rejeter la responsabilité. Ouais. Ok. Donc, ça te fait flipper, même si tu vois des mecs de l'ONU, des casques bleus, ça te rassure, mais tu te dis que ça existe. Et puis voilà. Après, dans l'Himalaya, j'ai eu aussi des grosses peurs parce que je tente des trucs, quoi. Parce que j'ai besoin de ça. Et quand je sens que je vais crever, en fait, là, ça me calme et après, je reviens. T'arrives quand même à avoir ce brin de lucidité pour te dire, cette barrière, on la franchit pas. Je suis toujours lucide. Okay. Je suis toujours lucide, mais je me dis, comme un gosse de 5 ans... il faut aller chercher les limites. Faut que ça brûle, quoi. Okay. Ouais, dès que je sens que ça brûle, là, faut pas faire, quoi. Okay. Mais j'ai toujours fait ça, hein, tu vois. J'ai toujours... je mettais le ballon de l'autre côté de la barrière, il y avait des crochets, j'essayais, je m'ouvrais la main. Faut peut-être pas passer, tu vois. Mais j'ai toujours fait le con, tu vois, des trucs à la con. J'ai toujours mis le feu avec un halogène chez moi en disant regarde, on va essayer d'allumer. Mon mouchoir il prenait feu, ma mère elle devenait folle et tu vois, j'ai toujours fait le con comme ça et maintenant j'essaie de faire ça et en transmettant à des gens qui soit ont peur, soit ont plus peur que moi, soit des fois pas conscience de leurs limites ou de la possibilité de faire quelque chose. Et voilà, j'encourage pas les jeunes à faire des conneries, évidemment, ni les moins jeunes, mais essayer des trucs. Après, faut que ça soit dans le bon sens, évidemment. Mais allez-y, quoi. Nous sommes toujours dans l'émission Pour Avida, en compagnie de l'aventurier, Steven Le Yarrick. Et c'est le moment de s'intéresser un petit peu plus à toi, ton profil et ta personnalité. Alors généralement, moi je pose la question, quelle est la chose la plus folle que tu as fait dans ta vie? Mais je pense qu'on a la réponse, du coup. Ouais, je sais pas, en fait. Peut-être que la chose la plus folle... Ça aurait été de changer, d'abandonner mon rêve d'être cycliste professionnel. Ok. Et d'en créer d'autres des rêves. Et d'arrêter plusieurs fois ma vie pour en tenter d'autres. Ok. Parce que faire mes défis aujourd'hui, oui, c'est dur, mais c'est pas plus dur que de changer complètement de vie et de sortir du monde tel qu'on le connaît, tel qu'il est conçu par notre éducation, par l'éducation qu'on a scolaire. Et c'est-à-dire avoir un métier, gagner de l'argent, faire une épargne, acheter une voiture, une maison. Ouais. Et moi, j'ai décidé de dire, j'en ai rien à foutre, quoi. D'accord. Bon, après, j'ai des gens qui quittent leur meuf et tout. Ça, je ne conseille pas, ou qui quittent leur travail comme ça en claquant des doigts. Ouais. Moi, je conseille à personne de se barrer, mais juste laissez-vous la possibilité d'être heureux, quoi. C'est facile de dire ça, hein. Parce qu'aujourd'hui, je suis assez libre, mais ça implique de ne pas forcément avoir beaucoup d'argent, pas forcément avoir une famille, pas forcément avoir énormément d'amis. D'accord. Parce que quand j'arrive à un endroit, soit on me regarde avec des grands yeux, soit je suis un ovni, soit je suis la star de la soirée, tu vois. D'accord. Mais je suis toujours un peu bizarre, quoi. Parce que les gens ont des vies bien rangées, ou plus ou moins, et se disent, mais en fait, si je leur raconte que j'ai fait un 10 km à Vincennes, il va me dire que c'est tout pourri et tout. Mais en fait, non, je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça génial, parce que la première fois que j'ai fait un 10 km, j'ai cru que j'allais mourir, quoi, tu vois. Et 10 km à pied, après, maintenant, bon, je suis entraîné pour ce que je fais. Mais on commence tous à zéro. À un moment donné, tu te donnes les moyens de faire quelque chose et puis voilà. Est-ce que ta plus grande déception, du coup, ce serait de ne pas être passé cycliste professionnel? Non, c'est de ne pas avoir gagné le Tour, peut-être. C'est de pas avoir gagné le Tour. Ah, ça, c'est un discours que j'aime bien, ça. Un maillot jaune. Quand j'étais môme, tous les jeunes, ils marquaient je veux être policier, pompier, cow-boy, aviateur. Et toi, c'était revêtir le maillot jaune, quoi. Je veux être cycliste professionnel. Ouais, ça, c'est bon, ça. Je disais, je veux gagner le Tour, quoi. Et évidemment, quand tu es à la Courneuve, ils préfèrent être Zinedine Zidane que Lance Armstrong. Hein, c'était à l'époque. C'était même pas. C'était, je pense, Richard Virenque et compagnie. Mais j'avais une admiration pour ces guerriers, quoi. Tu vois, pour moi, c'était des guerriers, c'était des hommes. Et puis j'avais ce truc de putain, ils recevaient de l'amour à mort, quoi. Tu vois, mais comme Virenque.
c'est quand même inimaginable ce qu'il pouvait donner aux gens. Mais comme d'autres, comme Bien d'autres sûr. dans d'autres domaines, tu vois un Johnny Hallyday, tu vois des gens, mais l'émotion qu'il a donnée à un public, tu vois la folie des gens aujourd'hui Ouais. quand tu cites son nom, Virin que c'est pareil. Ouais, Quoi on est qu'il ait d'accord. fait dans Ouais, sa ouais. life. Après, il y en a d'autres qui ont été sulfureux aussi et qui sont toujours des stars dans le cœur des gens. Ouais. Et ça me faisait rêver. Pas forcément beaucoup d'amis, pas beaucoup de temps pour la famille. Comment tu peux vivre, toi, cette solitude? Ah, je l'ai toujours cherché en fait. D'accord. J'ai toujours adoré la solitude. Mais en même temps, je l'ai toujours détesté aussi parce que je Je supportais t'aime moi pas. non plus. Ouais, je supportais pas être seul parce que quand tu fais du vélo, quand tu t'entraînes, tu es souvent seul. Même si tu as soit un pote, soit un de tes meilleurs amis qui fait du vélo aussi à ton niveau, tu t'entraînes avec des mecs. Mais c'est dur, tu vois. La Ouais. souffrance, elle te met un peu de côté, quel que soit ton niveau. Et puis j'avais envie de réaliser quelque chose et ça t'isole complètement parce que tu as l'impression que personne ne peut te comprendre, quoi. Mais comme un mec qui a des rêves, qui a une start-up, qui a un projet fou et causant pas à la personne parce que tout le monde le regarde, ça gagne combien, tu vois? Ouais. En fait, je vais pas gagner d'argent pendant 4-5 ans, mais alors ça sert à rien. Tu vois, mais ça, je l'ai Ok. souvent, quoi. Ouais. Et tu gagnes de l'argent avec tes trucs. Tu vois, j'ai souvent ces discussions de comptoir avec des gens qui me regardent. Non, mais en fait, c'est mes rêves. Ok. Et il y a une espèce de pragmatisme général, c'est-à-dire que tout ce que tu fais doit te rapporter de l'argent parce que tu dois vivre. Et j'ai appris au Népal notamment D'accord. que tu n'avais pas besoin de grand-chose finalement pour être heureux et puis pour vivre. C'est pas tout à fait vrai ici parce qu'il faut bouffer, il faut pouvoir avoir un toit au-dessus de soi. Mais ouais, aujourd'hui, c'est comme ça que je vis, hein. Mais c'est comme ça que je suis le plus heureux en même temps. Et en 3 mots, quelle est la personnalité qui t'inspire au quotidien? Si on devait me définir moi, ce serait peut-être un savant mélange entre Mike Horn, Mathieu Ricard et Sylvain Tesson, tu vois, un espèce d'aventurier sulfureux, mais complètement à la recherche de l'apaisement et du bonheur, quoi, tu vois. Ouais. Et ce qui est dur dans l'aventure, parce que tu affrontes quand même des univers assez hostiles. Mais ouais, moi, tu vois, le synonyme de bonheur, c'est l'apaisement, mais aussi l'aventure. Ok. Du coup, c'est compliqué parce que Pour allier les deux. tu vois, un navigateur qui prend des vagues de 30 mètres, tu lui parles d'apaisement, il a apaisé 10 secondes et la vague d'après, il la prend dans la bouche, tu vois. Donc, mes copains, ils m'envoyaient moral stable, mec, moral stable. Alors que je suis tout l'inverse d'un moral stable, c'est-à-dire que je peux pleurer pendant 10 minutes et Ouais. 15 secondes après, il y a un brin de soleil. Oh putain, c'est trop beau, putain, je suis trop ému, Ok. je pleure dans l'autre sens parce que c'est trop beau, tu vois. Parce que je suis à fleur de peau, parce Ok. que je pense que j'ai un côté féminin complètement assumé, c'est-à-dire que quand j'ai une émotion, je l'accepte. Tu vois, je me dis, je dis souvent que, je le dis d'ailleurs à l'arrivée à Dakar, on a le droit de pleurer quand on a un homme, quand on a une femme, quand on a un enfant. Ouais. Mais par contre, on lâche rien, quoi. Ok. Tu vois, toujours, t'as le droit de pleurer, mais on y va, quoi. On lâche rien, les gars. Et je dis ça là-bas et ils étaient comme le peuple africain un peu laid, c'est-à-dire complètement dingue et il a raison, on lâche rien et tout. Mais c'est ce que je pense vraiment. Ouais. T'as le droit de craquer en fait. Tu vois, je supporte pas les athlètes sans saveur. On est dans un monde qui est complètement aseptisé. T'as le droit de chialer, quoi. T'as le droit de gueuler. Alors, tu t'excuses après et tu t'expliques pourquoi. Et tu montres, mais même vis-à-vis d'enfants, vis-à-vis de tes enfants, même si j'en ai pas, je serai cet homme-là, quoi. Ouais. T'as le droit de craquer, quoi. Mais surtout pas lâcher. Ouais, tu lâches pas. On entre dans la dernière partie de l'émission Pura Vida. C'est le moment parfait pour la rubrique des questions inversées. Question inversée. Steven, on échange les rôles. Tu prends les commandes pour une question au choix. À moi de te répondre. Bon, j'ai un futur projet, tu le sais, parce qu'on vient d'en parler juste avant d'enregistrer ce podcast. Qu'est-ce que ça serait pour toi? Mon projet s'appelle le projet 666, donc pour 6 déserts, 6 continents en 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, 666? Quelle serait ta définition ou comment tu vois ce projet? Alors moi, 666, le chiffre comme ça m'évoque l'enfer, le démon, la peur, le noir. C'est vraiment amener son corps au bout de quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est comme ça que je traduirais le 666 lié à ton projet.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a une seule différence près, c'est que ce projet, au-delà de l'enfer, au-delà de tout ça, je pense que je vais pas me diriger vers l'enfer. Mais par contre, je me dirige vers peut-être ce qu'on peut connaître dans l'avenir proche ou lointain, je ne sais pas, mais il y a des prédictions qui sont celles du GIEC, celles de plusieurs institutions, celles de l'ONU, celles de la NASA, qui disent qu'on va avoir un réchauffement climatique important et qui va avoir des conséquences très importantes sur le climat du monde entier. Et donc, je vais aller affronter 6 déserts parmi les plus hostiles du monde. Tu vois, le désert Atacama, Gobi, donc désert le plus aride du monde, désert de Gobi, qui est un désert où il y a des températures enregistrées qui sont extrêmes. Hein, et puis... Combien à peu près? 60, 70 degrés? Ouais, j'ai déjà eu un 73 degrés. 73 degrés relevé, ouais. D'accord. Et Atacama, c'est un désert qui est très haut. Ça, tu vois, c'est un désert, une moyenne de 3000 mètres, mais avec des passages, je peux avoir des passages au-dessus de 4005. D'accord. Du coup, l'altitude plus le manque d'eau. Après, Arctique, Antarctique, pour montrer les déserts polaires, parce que c'est considéré comme un continent, l'Antarctique. Et du coup, être le premier à traverser chacun de ces déserts. Les 2 derniers, c'est en Australie, c'est le désert de Simpson en Australie, qui a été traversé juste par un mec dans l'histoire. D'accord. Pourquoi un seul? Parce que c'est très très hostile. D'accord. Ouais, je l'ai rencontré, ce mec, un Belge, la semaine dernière, et il m'a fait beaucoup rire parce qu'il m'a dit, de toute manière, il n'y a qu'un seul mec qui pouvait faire ça, et un seul mec qui le fera, c'est moi, quoi. Oh, c'est un beau compliment pour le coup. Non, lui, il me parlait de lui. Ah, d'accord. C'est un beau compliment pour lui, ouais. Et du coup, c'est à toi de lui prouver le contraire. Oui, mais en fait, à chaque fois, à chaque projet, j'ai toujours eu ça dans ma vie. À chaque phase de ma vie, il y a toujours un mec ou une personne qui m'a lancé un défi du genre t'y arriveras pas, quoi. Et plus on me dit t'y arriveras pas, plus j'ai envie de le faire. Ouais, évidemment. Et le dernier, c'est le désert du Namib en Namibie, donc, qui est apparemment sublime. Ouais, je pense que c'est un des plus beaux du monde. Et voilà, c'est tout ça pour montrer ce que c'est d'être un homme dans des conditions peut-être inhumaines, hein, parce qu'en vélo, ça va être dur, déjà, naturellement, de faire du vélo. Parce qu'on rappelle qu'il y aura toujours ton vélo qui t'accompagnera. Ouais, c'est ça, t'as raison de dire ça, parce que je pense qu'à des moments, il va seulement m'accompagner. Ouais, je pense aussi, et je vais le traîner, et il va m'embêter parfois, mais c'est le fil rouge de ma vie. Voilà, c'est lui qui m'a forgé, qui m'a formé, qui m'a des fois abîmé, qui m'a appris c'est beau des comme choses. message. Ouais, mais c'est ma vie, quoi. Tu vois, le vélo, j'ai toujours fait du vélo en réalité depuis que j'ai tu vois, ma première licence à la Fédération française de cyclisme, j'avais 5 ans et demi, je crois. Ouais. Et j'ai eu 27 licences. Et puis après, j'ai jamais arrêté le vélo. Tu vois, j'en fais toujours entre 25 et 30 000 km par an. Ouais. Et voilà, c'est mon histoire de vie. Et puis le relier à ce qu'il y a de plus gros aujourd'hui comme notion pour moi, c'est-à-dire la protection de la planète. Et l'espace-temps que tu te donnes pour ce projet 666, fin 2019 pour le départ, la fin, on ne sait pas encore? Ouais, l'idée c'était de faire 6 fois un mois dans ouais. Donc c'est un des 6 continents, 6 mois, 6 déserts. Ouais. Et l'idée c'est de partir le plus vite possible. Là, je fais de la prospection de partenaires. Évidemment, c'est un projet qui coûte cher, notamment pour sa réalisation et puis et sa réalisation, c'est-à-dire faire un documentaire sur chaque désert. Essayer de transmettre des choses parce que c'est la valeur forte de mes projets. Voilà, j'essaie de donner aux gens ce que je vis. J'aimerais bien avoir des caméras à la place de mes yeux et puis permettre aux gens de voir ce que c'est que l'aventure, quoi. Voir ce que c'est que ce que je vis et voir aussi la réalité du terrain. Et l'idée, c'est de terminer, c'est de me donner 2 ans pour le faire. Donc j'espère en 2021 avoir fini. L'émission Pour Vida touche à sa fin. Merci Steven Le Yarrick d'être passé nous raconter ses projets et ses histoires formidables. Et avant de se quitter, le traditionnel « Tu préfères ». Jingle. Tu préfères. Ah Steven, il va falloir être rapide, efficace. Une réponse, pas d'argumentaire. Tu préfères un monde sans plastique ou un monde sans consommation de viande? Sans plastique. Tu préfères lutter contre la chaleur ou lutter contre le froid? La chaleur, je pense. Tu préfères la nourriture saharienne ou népalaise? Saharienne peut-être. Tu préfères bichonner ton vélo ou poster sur les réseaux sociaux?
Aucun des deux. Et enfin, question pour l'ancien cycliste ou le cycliste actuel évidemment, tu préfères 100 km de ligne droite toute plate vent de face ou un col hors catégorie sous la pluie ? Ah mais je préfère 10 cols hors catégorie sous la pluie. Ouais, excellent, c'est une très bonne réponse. Merci encore une fois Steven d'être passé nous voir. Tous nos vœux de réussite pour ce projet 666, nous on sera là. Et surtout, prends soin de toi à travers les déserts. Merci également à Clémentine pour la réalisation de cette belle émission. Chers auditeurs et auditrices, on se donne rendez-vous pour une émission très prochainement. Profitez des vôtres et à très vite.